À la WWE, il n'y a aucun doute que le plus grand show de l'année, c'est WrestleMania. Mais si à côté on a d'autres pay-per-view comme le Royal Rumble qui sont importants, il y a un show qui anime les fans chaque été et qui s'est récemment imposé comme un mini WrestleMania au mois d'août, je parle bien sûr de SummerSlam. Cette année, avec 7 gros matchs, dont 3 pour des titres majeurs et 1 avec en plus de la ceinture la place de chef tribal en jeu, SummerSlam a une importance encore plus grande que les années précédentes et il est l'heure de savoir si le show a su satisfaire nos attentes ou pas. Le show commence avec Ricochet et Logan Paul qui s'affrontent pour régler une rivalité qui avait commencé à Money in the Bank et qui tournait globalement autour de ce spot extrêmement impressionnant bien qu'un peu raté pendant ce match le mois dernier, mais qui avait pris un peu plus d'ampleur puisque d'un côté Logan Paul avait amené un côté personnel en mentionnant la fiancée de Ricochet, Samantha Irvin, et d'un autre, celui-ci avait eu l'occasion de s'exprimer au micro pour montrer une personnalité plus intéressante et une amélioration dans son personnage. Au-delà de tout ça, on se doutait que ce match allait surtout avoir pour but de chauffer la foule et d'offrir un maximum de gros spots pour faire des millions de vues sur internet, et évidemment, ça n'a pas manqué. D'entrée de jeu, ça va partir fort avec déjà Logan Paul qui va troll Ricochet sur son crâne chauve, mais bon, attention quand même, Logan Paul rigole pas trop parce que tu peux te retrouver dans la même situation que lui. Mais bon, sur une note plus sérieuse, on va évidemment avoir un match très rapide qui va partir dans tous les sens avec beaucoup de fluidité et des contres toujours très propres. Logan Paul nous montre une fois de plus qu'en quelques temps il a maîtrisé de nombreux éléments du catch et il est ultra naturel dans tout ce qu'il fait, ce qui force le respect qu'on l'aime ou non. Bon, malheureusement le match va prendre un rythme un peu plus lent au milieu avec Logan Paul qui va jouer avec le public en faisant des prises lentes et en trollant comme il faut, en sortant notamment le finisher de Braun Strowman et la descente de la cuisse de Hulk Hogan. Mais évidemment ce qu'on attendait tous allait finir par arriver, c'est l'heure de la deuxième partie du match avec l'arrivée des gros spots. Déjà Logan Paul envoie un Spanish Fly à l'extérieur mais les deux hommes retombent sur leurs pieds dans un moment très cool qui rappelle celui de Money in the Bank. Il enchaîne avec un Buckshot Lariat à l'extérieur et après être revenu sur un rythme plutôt normal, Logan Paul nous sort un moonsault ahurissant suivi d'un Tornado DDT absolument magnifique pour une fois de plus faire exploser la salle. Évidemment Ricochet n'allait pas se laisser faire et il revient dans le match avec des prises toujours incroyablement propres et fluides, traînant Logan dans le coin et envoyant un magnifique 630 qui sera esquivé par Logan Paul et après avoir reçu un petit cadeau de la part d'un de ses potes à l'extérieur du ring que la sécurité avait visiblement laissé passer, Logan Paul envoie un coup de poing américain dans le crâne de Ricochet pour la victoire. Le match était honnêtement très cool même si j'avoue que je m'attendais à des segments plus importants et plus marquants, mais les quelques spots qu'on a eu étaient quand même vraiment stylés et ça permet de débuter la soirée avec une victoire de Logan Paul assez logique qui permet quand même de garder un Ricochet crédible, ce qui nous permet de passer à la suite. La suite étonnamment c'est l'un des 4 main events de la soirée, oui parce que je vous l'ai pas dit mais apparemment la WWE avait annoncé ce soir 4 main events, les mecs en ont jamais assez, et c'est donc l'heure du troisième et logiquement dernier match de la trilogie entre Cody Rhodes et Brock Lesnar, qui même si elle sort un petit peu de nulle part à la base est quand même très cool. Oui parce qu'encore aujourd'hui on sait pas pourquoi Lesnar s'en est pris à Cody, mais bon, ça empêche pas la rivalité de plutôt bien fonctionner, et après une victoire de Cody par un tombé surprise lors de leur premier affrontement, puis une victoire de Lesnar par KO après que Cody ait refusé d'abandonner, il était temps de régler tout ça une bonne fois pour toutes. Et après avoir vu Cody se faire exploser sous les yeux de sa propre mère, il était l'heure de voir ce que ça allait donner pour la dernière fois, qui devait logiquement permettre à Cody Rhodes d'aller exploser au sommet de la WWE. Lesnar débarque donc ce soir-là en premier pour son 10e main event de WrestleMania sous une sacrée ovation, lui qui est pourtant le grand méchant de cette histoire, mais son ovation n'est rien à côté de l'explosion des 50 000 personnes pour l'arrivée de Cody Rhodes. Vraiment, j'invite les gens qui disent que l'histoire de Cody commence à être lassante à regarder toutes ces entrées à chaque pay-per-view parce que je vous garantis que l'immense majorité des fans n'en ont pas marre et ça se voit. Mais bon, assez parlé des entrées, c'est l'heure de parler de l'affrontement tant attendu. Cody ne perdra pas une seconde et s'en prendra à Lesnar directement, mais face à Brock Lesnar à SummerSlam, c'était logique que Cody reçoive un voyage gratuit pour Suplex City. Même s'il revient un petit peu en début de match, Rhodes est malmené par la bête pour toujours nous raconter cette histoire d'un Cody face à une adversité quasiment insurmontable, et Lesnar va du coup nous régaler d'une petite session souplex et projection dans tous les sens pour écraser Cody de toutes les manières possibles. Vraiment à ce moment-là du match, j'avais l'impression de revivre une Cena Lesnar en 2014 tellement Cody se faisait exploser pendant de longues minutes sans trouver la moindre réponse. D'autant que c'est encore pire parce que contrairement à son match contre Cena à l'époque, Lesnar n'essaye même pas de gagner le match par tomber et il envoie Cody à l'extérieur en permanence pour essayer de gagner le match par décompte à l'extérieur. Vous vous en doutez, Cody n'est pas du genre à lâcher l'affaire et malgré un F5 sur le sol à l'extérieur, il revient dans le ring sous l'ovation des fans, serrant les dents et continuant à se battre. Vraiment, pensez ce que vous voulez, mais personnellement, j'ai adoré tout ce segment. En fait, j'ai même adoré ce match. L'histoire de Cody qui se fait absolument détruire, qui déguste même un F5 à travers la table des commentateurs, mais qui revient à chaque fois en serrant les dents. Ok, c'est très super-héros et ça peut paraître très basique, mais bordel, c'est ultra badass. Et franchement, ça marche. Oui, c'est pas au goût de tout le monde, mais rien qu'à voir l'ambiance dans la salle, ça marche de fou et je vous conseille vraiment de voir ce match, rien que pour ça. On a vraiment le match typique de la brute qui en a rien à faire et qui veut expédier le match et humilier son adversaire, contre le héros qui ne lâche rien et qui revient en permanence, refusant de baisser les bras et finissant
enfin par revenir en envoyant la bête contre le poteau à l'extérieur. Cody continue après ça avec un coup d'escalier et perd donc évidemment le match par disqualification. Ah, bon bah non en fait, bon je sais pas pourquoi mais visiblement il n'y a pas de disqualification, mais bon ok, de toute façon comme le match enchaîne hyper vite après ça, j'ai même pas eu le temps de trop réfléchir, parce que Cody enchaîne directement avec deux incroyables Cody Cutter pour coucher la bête et retrouver espoir. Les espoirs ne seront malheureusement pas de longue durée parce que Lesnar revient rapidement avec son Kimura et il veut enchaîner avec son F5, mais Cody envoie Lesnar dans le coin dont il a précédemment arraché la protection, et cette fois-ci c'est au tour de Cody Rhodes de placer le Kimura sur la bête, tentant de le faire abandonner avec sa propre prise. Mais bon, faut pas déconner, Lesnar c'est un animal et donc il n'abandonne pas, mais Cody contre une fois de plus le F5 et enchaîne avec 3 crossroads sur l'ancien champion de la WWE avant de le couvrir au centre du ring pour enfin remporter ce match, clôturer sa rivalité contre Brock Lesnar et réellement s'établir pour de bon comme l'un des meilleurs à la WWE en venant à bout d'une légende. Le match se conclut en plus par une image extrêmement significative et tellement parfaite selon moi, une poignée de main entre le cauchemar américain et la bête qui reconnaît le talent de son adversaire et lui témoigne son respect, laissant sous-entendre que peut-être tout ça n'était qu'un test de la part de Lesnar pour s'assurer que Cody avait ce qu'il fallait pour aller chercher Reigns, et honnêtement si c'est le cas c'est très cool et c'est un moyen parfait de conclure cette rivalité, même si je me doute qu'évidemment ça ne plaira pas à tout le monde. Mais bon, allons-y, passons à la suite, et en l'occurrence c'est l'heure de la Battle Royale Slim Jim qui en réalité ne sert pas à grand chose si ce n'est à mettre en avant le sponsor du show, mais qui avait quand même comme tête d'affiche un certain LA Knight qu'à la surprise générale j'espérais ne pas avoir gagné. Oui vous m'avez bien entendu, autant j'adore LA Knight, autant j'espérais qu'il perde cette Battle Royale parce que déjà je trouvais qu'elle avait pas grand intérêt, et qu'en plus d'avoir un aspect de lot de consolation pour la méga star, je trouvais qu'une défaite permettrait de frustrer encore plus les fans pour amplifier le soutien sur LA Knight. Pour le coup le soutien était bien là et toujours amplement mérité avec une ovation de dingue pour le leader du Yeah Movement, mais c'était bien loin d'être aussi fou que l'ovation reçue par le favori du match, je parle bien sûr de Omos. Ah oui je sais, vous y attendiez pas et moi non plus, le mec débarque alors qu'on l'a pas vu depuis WrestleMania, et alors qu'on pense logiquement qu'il va résister jusqu'à la fin et peut-être même gagner la Battle Royale, tout le monde se ligue contre lui et le dégage dans un moment plutôt cool et qui m'a honnêtement beaucoup surpris. Finalement les éliminations vont s'enchaîner avec un petit teaser d'une équipe entre le Miz et Grayson Waller, et on arrive donc au Final Four avec dans le ring Bronson Reed, Sheamus, AJ Styles et évidemment LA Knight. Sous une ovation incroyable, Knight élimine Bronson Reed et il ne reste alors plus que 3 hommes dans le ring, mais après s'être fait éliminer par Karrion Kross, Styles est éliminé par Sheamus et il ne reste alors en finale que le Celtic Warrior et LA Knight. Celui-ci justement place sa descente du coude et prépare son BFT, mais il est contré par Sheamus qui tente son Celtic Cross mais est contré à son tour, et cette fois-ci LA Knight réussit à merveille le spot sur la 3ème corde sous l'ovation des fans, éliminant Sheamus dans une explosion monumentale pour la victoire. Allez, sur ce bon moment on peut passer au match suivant, un match assez particulier puisqu'il ne s'agit pas d'un match simple mais d'un match aux règles MMA entre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Tout ça règle une rivalité qui avait démarré à Money in the Bank avec la trahison de Shayna sur sa partenaire qui a coûté à son équipe les titres par équipe, et l'ancienne championne de MMA s'était justifiée suite à ça en disant que pendant que Ronda Rousey se voyait tout offrir sur un plateau d'argent, Shayna elle avait dû trimer pour se frayer un chemin jusqu'à la WWE, et on réglait donc ce soir-là une rivalité très personnelle entre deux anciennes réelles amies. Rousey et Baszler débarquent avec des mitaines pour montrer que ça va être sérieux, et l'arbitre annonce officiellement les règles, et comme on s'y attendait, c'est globalement un match classique qui ne peut se terminer que par KO ou par soumission. Rousey propose pour la première fois de sa carrière de toucher les gants à son adversaire, mais Shayna refuse et c'est parti. Bon honnêtement, autant le dire tout de suite, ce match n'est clairement pas fait pour la WWE. Je sais que le shoot style wrestling ça existe vraiment, mais on est obligé de constater qu'à la WWE, ils arrivent pas à rendre ça crédible. Ils auraient pu faire un match de soumission et ça aurait largement plus fait l'affaire. Du coup, j'ai rarement vu un public aussi peu réactif, même quand Baszler touche Ronda avec un coup de pied en pleine tête, le public ne fait quasiment pas de bruit et honnêtement, c'est assez compliqué à regarder. Écoutez, au moins ils auront eu le mérite d'essayer, mais vraiment ça ne fonctionne pas du tout, et j'imagine que c'est la première et dernière fois qu'on aura ce type de match pour des raisons évidentes. Finalement, les deux femmes essayent d'accélérer le rythme en s'envoyant des droites qui feront à peine réagir la foule une fois de plus, et après plusieurs tentatives de soumission, Shayna réussit à placer son Kirifuda Clutch sur Rousey, la faisant s'endormir après avoir fait s'endormir la foule pour remporter un match catastrophique. Du coup, on va pas s'étaler dessus et on va directement passer au match suivant qui, je l'espère, va relancer la foule, puisque c'est l'heure du match pour le titre intercontinental entre Gunther et Drew McIntyre, qui est le premier d'une rivalité là aussi toute récente, puisqu'elle démarre à Money in the Bank au retour de Drew McIntyre dans un moment très cool, et même si le match était sur le papier prometteur, je voyais mal Gunther perdre à une trentaine de jours du record du règne le plus long. Mais bon, évidemment, il y avait aucun doute sur le fait qu'on allait avoir un match très cool, et évidemment, on a eu le droit à du catch classique et old school, à des gros coups envoyés à pleine puissance autant par Gunther que par McIntyre, à des prises plus violentes notamment à l'extérieur, bref, globalement un gros match disputé, bien violent et bien impactant, comme on aime. Pour réveiller le public, c'était une bonne idée, et on sent l'expérience de Gunther et McIntyre qui échangent des coups au centre du ring pour aller chercher des réactions de la foule, avec Drew qui est toujours autant apprécié par les fans et dont les retours dans le match font se lever la salle. Justement, McIntyre revient dans le match et les deux hommes se retrouvent alors au sol, mais le challenger se relève avec son classique saut carpé pour préparer son Claymore Kick, qui sera esquivé par le général du ring qui voudra enchaîner avec sa powerbomb mais sera
sera à son tour contré, et pour finalement remettre la balle au centre, Drew envoie son Future Shock DDT dont le champion se dégage. McIntyre déroule son arsenal classique avec notamment son topé à l'extérieur avant de préparer une fois de plus son Claymore Kick, mais Drew McIntyre est contré encore une fois avec un très beau dropkick et une incroyable powerbomb dont à ma grande surprise il arrive à se dégager. Le champion ne s'arrête pas là et les deux hommes échangent de grosses atémies au centre du ring pour une fois de plus remettre la foule comme il faut dans le show après la catastrophe du match précédent, et alors que tout le monde s'attend à ce que l'échange se poursuive, Drew accélère d'un coup le rythme et place son Claymore Kick de nulle part dont le champion se dégage sous les chants This is awesome de toute la salle. Pour le coup, le public ne se trompe pas, c'est vraiment un match très cool qui crée l'exploit de réveiller une salle entière et qui se termine en plus de manière folle puisqu'après avoir poussé McIntyre sur les cordes et avoir placé un très gros splash, Gunther enchaîne avec une Lariat et avec sa powerbomb pour conserver son titre et s'approcher encore plus du record du règne le plus long qu'honnêtement il mérite amplement. Les deux hommes nous ont donc offert un match plaisant à regarder, à la hauteur de ce qu'on attendait alors qu'il était placé à un endroit plutôt compliqué sur le show. Franchement, ça force le respect pour Gunther et McIntyre qui, je l'espère, vont nous sortir d'autres gros matchs. C'est maintenant l'heure de passer à la suite avec le match pour le titre de champion du monde poids lourd qui lui aussi est le troisième d'une trilogie qui pour le coup a commencé en 2016. Et après la récente défaite de Finn Balor lors de Money in the Bank à cause de l'intervention de son associé du Judgment Day, Mr Money in the Bank, il était l'heure de régler les comptes pour savoir qui était le meilleur, et même si quel que soit le résultat je m'attendais à un match très cool, j'espérais quand même une victoire de Balor pour mener à une période vraiment excellente de tension entre le champion et son partenaire Mr Money in the Bank. Les références à leur match 7 ans plus tôt vont commencer directement avec Balor qui a une peinture sur son épaule avec écrit 7 pour mentionner les 7 ans qui se sont déroulés depuis que Rollins l'a blessé à l'épaule, et le champion débarque lui avec la même veste qu'il portait lors de SummerSlam 2016, tout ça annonçait évidemment un très gros match. Justement, les références à leur match en 2016 seront nombreuses, avec Balor qui va travailler pendant de longues minutes sur l'épaule de Seth Rollins et envoyer la même powerbomb que Rollins lui avait envoyé 7 ans plus tôt sur les barricades, et honnêtement, même si le match a du coup eu un peu de mal à décoller puisqu'on était surtout dans des références en première partie, la seconde partie aura largement plus d'énergie avec un bel enchaînement de Rollins qui se termine par un splash, et après un échange ultra cool et des contres dans tous les sens, le champion et le challenger se retrouvent au sol, incapables de se départager. Balor et Rollins continuent à s'enchaîner, et après avoir esquivé le coup de grâce, Rollins place son pedigree, mais alors que le challenger se dégage, un nouvel élément fait son entrée dans le match puisque Mr Money in the Bank Damien Priest fait son entrée. Priest envoie une droite à Rollins et on pense alors que Balor va voler le match grâce à son partenaire, mais le champion se dégage et directement le reste du Judgment Day fait son entrée pour encore plus perturber le match. Seul face à 4 hommes, Rollins semble en difficulté, mais c'est finalement Balor qui en fait les frais puisqu'il déguste un stomp de nulle part et dans un moment absolument dingue, le challenger réussit à se dégager. À ce moment-là, le match devient absolument fou et prend un rythme incroyable parce que Rollins arrive à se débarrasser de tout le Judgment Day, mais il est surpris dans le ring par un Sling Blade et un coup de grâce de Balor, mais une fois de plus, sous l'explosion de l'arène, Rollins se dégage et profite d'une distraction de Damien Priest pour envoyer un curb stomp sur la mallette Money in the Bank, couvrant Finn Balor pour conserver son titre. Vraiment, si certains ont eu un peu de mal à se mettre dans le match en première partie, dès que le rythme est accéléré et que le Judgment Day débarque, on a des enchaînements de fou avec plein de moments où je croyais que le match allait prendre fin, notamment ce coup de grâce de Balor qui m'a fait me lever de mon siège. Bref, globalement un excellent match avec un segment de fin ultra stylé qui plante encore les graines d'une séparation du Judgment Day, mais qui me fait quand même m'inquiéter pour Finn Balor. Le pauvre gars enchaîne les défaites et là, malgré les interventions de ses trois potes, il perd quand même le match. Bref, on l'a compris, Balor n'est clairement pas le projet et il ne touchera sûrement pas un titre de champion d'ici la fin de sa carrière à la WWE. Allez, il est l'heure de passer au match suivant, le co-main event de la soirée pour le titre de championne indisputée détenu par Asuka, qui avait mis un terme au règne historique et ultra dominant de Bianca Belair, mais qui au lieu de mener à une rivalité avec celle-ci, n'avait fait que rappeler l'aimant à titre de championne, Charlotte Flair. En ce qui concerne mes attentes pour ce match, j'étais évidemment favorable à une victoire de Asuka pour mener à une rivalité contre Io Sky et surtout permettre à Flair et Belair de prouver qu'elles n'ont pas besoin d'un titre pour avoir une bonne rivalité, ce qui aurait permis en plus à Asuka de prendre sa revanche sur Flair après sa défaite à WrestleMania 34. Rapidement, dès le début du match, la championne va être sortie du ring pour permettre à Flair et Belair de s'affronter en 1 contre 1, mais Asuka n'est pas du genre à lâcher l'affaire et elle revient vite dans le match pour lutter contre l'ancienne championne. Honnêtement, moi qui suis assez friand des triple threats, j'ai pas été déçu parce qu'on va avoir des combinaisons très cool, avec des contres et des séquences que j'ai vraiment aimé, avec des prises à 3 très propres, et on n'est pas tombé dans le piège du 1 contre 1 permanent avec la troisième catcheuse à l'extérieur. En plus, les trois femmes ont un style assez différent, avec la puissance de Belair, l'agilité et l'athlétisme de Charlotte et la technique de Asuka, donc ça combine vraiment bien, mais par contre, j'ai réalisé à ce moment-là que le public ne s'était toujours pas remis du Baszler Rousey. Et c'est plutôt dommage parce qu'on va avoir un moment assez cool avec un angle de blessure de Bianca Belair, qui se fait sortir par les médecins avant de revenir pour envoyer un 450 monumental et passer très proche de la victoire. Et franchement, c'était extrêmement bien réalisé parce que je pensais réellement que Belair s'était blessée et que le match allait finir en 1 contre 1. Mais bon, finalement, après un échange violent entre Flair et Belair au centre du ring et un figure 8 qui m'a fait extrêmement peur, Asuka revient et crache son mist au visage de Flair, ce qui ne lui bénéficie même pas puisqu'après un roll-up, Bianca Belair remporte le match et récupère son titre de championne. Franchement, je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'ai été ultra dégoûté. Pour moi, il fallait absolument
absolument que Asuka conserve son titre ce soir-là, mais alors que j'étais en train de me dire que c'était une mauvaise décision, j'ai été surpris par une nouvelle incroyable. Et oui mesdames et messieurs, Io Sky débarque avec Bayley et fait le ménage autour d'elle, encaissant sa mallette Money in the Bank et plaçant immédiatement son moonsault sur Bianca Belair pour remporter le titre de championne de la WWE dans un moment absolument exceptionnel et tellement mérité. La célébration avec Bayley et Dakota Kai qui rejoint sa partenaire alors qu'elle est blessée pour célébrer, c'est juste magnifique et c'est vraiment l'un des meilleurs moments de cette soirée que je vous conseille vivement d'aller regarder. J'espère que cette victoire de Belair et cet encaissement de Io servaient en réalité à préserver Asuka de l'encaissement pour lancer une rivalité entre elles, et honnêtement avec ce match je trouve que la WWE nous prouve qu'ils sont capables de bonnes choses avec la division féminine, ce qui fait ultra plaisir. Mais allez, vous l'aurez compris, si on vient de parler du co-main event, c'est maintenant l'heure d'arriver au vrai main event, le match le plus attendu de cette soirée qui opposait Roman Reigns, le champion indisputé et le chef tribal de la Bloodline, à Jey Uso, son ancien associé devenu plus grand rival dans un tribal combat. Dans ce match sans règles, non seulement le titre est en jeu, mais la place de chef tribal l'est également, et les enjeux étaient donc immenses pour clôturer la soirée. Bien sûr, encore une fois, l'histoire de la Bloodline est beaucoup trop longue et trop importante pour être détaillée maintenant, donc je dédierai une vidéo à part entière sur ce sujet, mais on va quand même résumer rapidement les événements récents. Après avoir trahi Roman Reigns et avoir rejoint son frère Jimmy pour s'opposer à leur cousin tyrannique qui s'était servi d'eux pendant des années, Jey Uso est devenu le premier homme à couvrir Roman Reigns dans un ring depuis 2019 dans un match par équipe aux côtés de son frère contre Reigns et Solo Sikoa, et après une attaque qui a écarté Jimmy Uso des rings, Jey a décidé que ça en était trop et il débarque donc ce soir pour prendre le titre et la place de chef tribal à son cousin qui ne respecte plus personne et n'est plus qu'un tyran égoïste. On accueille donc Jey Uso sous l'ovation du Ford Field qui vient dans une tenue blanche similaire à celle qu'il portait lors de Hell in a Cell pour son dernier affrontement 1 contre 1 contre son cousin, et le champion quant à lui fait son entrée seul avec Paul Heyman puisqu'apparemment Solo Sikoa aurait été écarté du match après s'être fait détruire par Jey Uso à SmackDown. Après un long moment avant le début du match pour appuyer sur l'importance de l'enjeu qui n'est pas que la ceinture puisqu'il y a encore une fois ce collier qui représente la place de chef tribal, le match commence enfin mais se lance évidemment sur un rythme lent comme tous les matchs de cette incroyable storyline. Oui, on a un match sans disqualification et oui, les deux catcheurs sont loin d'être mauvais, mais on sait que quand on regarde un match de la Bloodline, on s'attend surtout à avoir une histoire qui nous est racontée plus qu'un match technique ou de catch pur, et c'est précisément ce qu'on va avoir. Les rappels à leur match de 2020 vont être nombreux, avec notamment les cordes à linge que Jey a déjà subi et qu'il déguste encore ce soir-là, les nombreux coups de kendo stick et de chaise que Jey Uso fait subir à son cousin, ces mêmes coups de chaise que Roman Reigns a subi de la main de Rollins à l'époque du Shield, de la main de Sami Zayn en début d'année et enfin de la main de ses cousins dans les mois précédant ce show. Bref, encore une fois, l'histoire qui nous est racontée est très cool et franchement, ça régale. La guerre continuera alors pendant de longues minutes avec Reigns qui finira par passer à travers une table après un énorme Samoan drop depuis le tablier du ring, et le chef tribal se fera ensuite punir à coups de strap, encore en référence à l'affrontement entre les deux cousins en 2020. Mais bon, vous vous en doutez, que sera un match de Roman Reigns sans de nombreuses interventions, et donc alors que les deux hommes se battent dans le public, Solo Sikoa débarque enfin, sauvant son chef tribal et confirmant que l'attaque de Jey à SmackDown n'avait en réalité pas changé grand chose. Solo vient donc en aide à Roman Reigns et après avoir traîné le corps de Jey jusqu'au ring, les deux hommes préparent un combo Samoan Spike et Spear, mais Jey Uso arrive à tirer Solo Sikoa et c'est celui-ci qui déguste de plein fouet le Spear de Roman Reigns pour se faire sortir du match. Jey enchaîne avec un Spear sur le champion dont Roman Reigns arrive à se dégager à la dernière milliseconde pour sauver son titre et sa place de chef tribal, mais malheureusement pour Jey Uso, alors qu'il pense avoir le dessus, Solo Sikoa revient rapidement avec un super kick sur son propre frère pour redonner la main à Roman Reigns. En l'occurrence, pas vraiment, parce qu'on va voir Solo Sikoa qui hésite un petit peu parce qu'il a dégusté un Spear de Roman Reigns et du coup on voit qu'il doute un petit peu de son cousin, et cette petite pause permettra un moment très cool puisque Jey revient pour envoyer de nulle part un Spear à travers la barricade. Solo finalement essaye quand même de détruire Jey, mais le challenger revient une fois de plus, faisant subir à son frère ce que Solo avait fait subir à son jumeau quelques semaines plus tôt, revenant dans le ring et plaçant un Spear à Roman Reigns avant de grimper sur la troisième corde pour envoyer son Uso Splash. Et alors qu'on est convaincu que le match va toucher à sa fin et que Jey Uso va créer l'exploit d'aller chercher le titre, un homme vêtu d'une capuche vient tirer le challenger du ring pour lui coûter le match. Impossible de savoir de qui il s'agit, mais on ne devra pas attendre bien longtemps pour avoir notre réponse, puisque l'homme en question retire sa capuche et on découvre le visage de Jimmy Uso qui vient trahir son propre frère en lui envoyant un super kick sous les chants Fuck you Jimmy. Bien sûr, tout ça permet à Reigns de placer son Spear à Jey Uso à travers une table, lui rivant les épaules pour conclure ce Tribal Combat et conserver son titre de champion et sa place de Tribal Chief au terme d'un match hallucinant. Alors pour être honnête, je sais pas encore trop quoi penser de la trahison de Jimmy parce que sur le papier elle me paraît avoir pas trop de sens. C'est quand même lui de base qui a initié la fin de la Bloodline en quittant Roman Reigns, c'est lui qui est resté aux côtés de son frère depuis le début et là il le trahit de nouveau pour sauver le règne de Roman Reigns, alors qu'en vrai il était juste blessé, hein, pas mort, donc si réellement ça le faisait chier de voir Jey avoir une chance au titre, il aurait pu juste lui dire ou justement l'aider à gagner le titre pour ensuite le défier à un match de championnat. Je comprends que ça fait du sens que Roman Reigns gagne ce match et je m'attendais pas à ce que Jey remporte la victoire, mais une trahison de Jimmy je trouve ça un petit peu dommage et j'espère que ça va pas finir de manière décevante. J'imagine bien sûr qu'on va avoir une explication du côté de SmackDown et ce sera à suivre de
très près, mais de toute façon, cette storyline continue donc ce soir avec la victoire de Roman Reigns, qui quitte SummerSlam toujours champion, et croyez-moi, il gardera ce titre au moins jusqu'à WrestleMania. C'est donc comme ça que se termine SummerSlam 2023, un show finalement assez solide mais qui à mon sens est loin d'être à la hauteur des attentes, puisque la WWE nous a habitués à des shows largement plus mémorables pendant l'été. Malgré tout ça, c'est quand même un bon show avec des histoires qui avancent et la continuité de l'histoire principale de la Bloodline, donc j'ai pas non plus passé un mauvais moment, mais on est loin d'être sur un show historique et on a à la place un show solide mais qui manquait de choses marquantes selon moi. Oui, effectivement, le cash-in de Io Sky fait plaisir et il est très cool et historique, mais à part ça, SummerSlam m'a paru être un pay-per-view plutôt classique alors que généralement il est synonyme d'événements très importants.